On commence notre grand angle, on va poser le décor de ce grand débat et on va voir aussi le cadre juridique, le contexte et notamment on va s'intéresser à cette explosion des cybermenaces. Et je vais commencer avec vous, Stéphanie, pour bien comprendre ce phénomène. Comment vous analysez cette recrudescence de cybermenaces aujourd'hui? Merci Arnaud pour cette question. Alors effectivement, avant de faire une brève analyse, petit constat, le rapport d'activité 2024 de l'ANSSI qui a été publié l'année dernière, enfin, en 2025, indique une hausse de 30% des incidents cyber. Donc effectivement, on peut bien parler d'explosion. Et l'ENISA, qui est l'Agence européenne pour la cybersécurité, confirme cette tendance. Et sur une brève analyse en guise d'introduction, ce qu'on vit actuellement, on est vraiment plus du tout sur une crise ponctuelle, mais vraiment sur une transformation structurelle du risque cyber. Aujourd'hui, les attaques ne sont plus uniquement techniques, elles sont vraiment cognitives, puisque aujourd'hui, les attaques cyber vont combiner ingénierie sociale, IA, avec des scénarios qui sont de plus en plus crédibles et des scénarios plus réalistes qui vont avoir tendance à piéger de plus en plus d'entreprises. Donc vous dites des attaques techniques à la fois et cognitives. Quels sont les secteurs les plus touchés? Alors, l'ANSSI, justement, a noté que... Alors, ce qu'on peut dire, pardon, à titre d'introduction, c'est que aujourd'hui, il y a de plus en plus de secteurs qui sont touchés, hein. Personne ne peut se prétendre épargné. Et l'ANSSI a considéré que étaient plus probablement touchés, on va dire, les secteurs publics, les PME, les collectivités locales, aussi les hôpitaux. Il y a eu plusieurs grandes crises qui ont défrayé la chronique ces dernières années. Également, les secteurs à chaîne de décision rapide, donc la santé, l'industrie, la finance aussi, et surtout le numérique. À noter également, c'est que le niveau de maturité cyber n'immunise pas, puisque aujourd'hui les attaques étant de plus en plus ciblées, les hackers n'hésitent pas à s'adapter, on va dire, à la philosophie, à l'environnement de l'entreprise qu'ils veulent cibler. Donc même ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, même les organisations qui sont bien équipées restent vulnérables et elles visent avant tout l'humain. Bon, on voit que c'est un phénomène extrêmement important, particulièrement prégnant pour les entreprises. Romain, comment les entreprises appréhendent-elles ce sujet et surtout, quels sont les principaux impacts pour les entreprises? Alors les impacts sont relativement nombreux. On pense très souvent à l'impact financier, qui est le premier dont on parle dans la presse. Typiquement, en cas de deepfake, comme ce qui a pu arriver à des entreprises comme WPP ou d'autres, on peut se retrouver avec une perte financière parce que les sommes sont parties tout simplement chez les pirates. Mais c'est la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a énormément d'impacts. Le premier, c'est tout simplement qu'il va falloir, à côté de ce risque et de cette faille qui est apparue, il va falloir mettre des moyens souvent exceptionnels en place. Donc il y a un deuxième risque ou un deuxième impact financier qui est celui des consultants, en fait, des équipes qui sont monopolisées et des ressources souvent externes qui vont être monopolisées pour répondre à ça. Et qui n'est pas forcément anticipé par les entreprises. Tout à fait. En tout cas, à l'heure actuelle, où on espère d'ailleurs que toutes ces réglementations vont un peu plus normaliser ce risque et le populariser. Mais l'idée, c'est que très longtemps, ça a été vécu comme quelque chose d'exceptionnel. Et donc, à crise exceptionnelle, moyen exceptionnel qui n'était pas prévu. Derrière, à nouveau, c'est la partie un peu cachée de l'iceberg et qu'on commence à découvrir, ou en tout cas que la culture d'entreprise commence à intégrer. Il y a un risque client, tout simplement. Il y a un risque de visibilité, d'image, vis-à-vis des investisseurs, des clients, des partenaires. Forcément, quand on passe à la télévision pour ce genre de nouvelles ou quand ça s'ébruite, il y a une perte de confiance ou en tout cas une curiosité qui se développe. Et derrière, on a deux autres risques. Donc ce troisième risque qui est peut-être un peu moindre, mais souvent sous-estimé, c'est celui de tous les moyens humains et techniques qu'on met en place en fait pour balayer ce process derrière, en interne. Toutes les équipes qui vont devoir répondre d'un point de vue marketing aux clients, toutes les ressources qui vont être sollicitées pour analyser ce qui s'est passé. Tout ça, c'est de l'énergie qui va partir d'un flux normal, en fait, du flux d'activité, de production, à un flux parallèle et qui vont faire perdre de l'efficience à l'entreprise à court et moyen terme. Et derrière, on a ce risque qui est en train de se développer, qui est un risque, le quatrième, réglementaire et légal, qui est qu'avec cette responsabilisation des acteurs,
sur le risque numérique viennent en parallèle, le corpus légal est en train de se modifier. Il y a à nouveau ce grand risque réglementaire qui est celui des amendes traditionnelles, de tout ce qu'a mis en place le RGPD il y a à peu près une décennie, mais ce que met en place l'IA Act ou NIS 2 avec des pénalités. Il y a derrière, un peu plus classique, un risque en droit civil ou au pénal, avec des dirigeants qui sont de plus en plus pénalisés d'ailleurs, donc à risque au niveau pénal. Et derrière, avec cette prise de conscience relative au fait que le cyberrisque, c'est quelque chose d'important, quelque chose de prégnant et très moderne, on a toutes les relations entre partenaires qui sont en train d'évoluer et c'est un impact contractuel en fait. Vous allez voir vos clients qui vont vous demander d'intégrer de plus en plus de responsabilités relatives à la cyber. Vous allez avoir beaucoup plus de clauses dans vos contrats relatives à la mise en place de moyens. Ces moyens dont on va sûrement parler plus tard. Et tout ça, en fait, c'est en train de créer la contrepartie de cette visibilité, de ces prises de conscience par rapport au risque cyber. C'est en train de créer tout un corpus de responsabilités de risques légaux qui vont s'ajouter au risque global de l'entreprise. Alors, on aura l'occasion de développer tout cela dans notre débat. Stéphanie, Romain vient évoquer le risque juridique. Pour bien comprendre, quel est le cadre juridique de la cybersécurité ? Alors, vaste question, Arnaud. Alors, je pense que ce n'est pas l'objet de l'émission de rentrer, surtout dans cette introduction, dans le détail de tous ces textes. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut essayer de définir un cadre général. En guise de propos préliminaires, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les textes ne parlent pas, à proprement parler, d'obligation de vigilance numérique. Ce n'est pas une notion consacrée par le droit positif. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est que depuis plusieurs années, il y a une convergence entre trois blocs forts, trois ensembles normatifs, qui sont d'une part la protection des données personnelles avec le RGPD tout d'abord, ensuite la cybersécurité des systèmes, et enfin la gouvernance des usages numériques, avec notamment le règlement sur l'intelligence artificielle. Et donc, cette convergence, dans les faits, elle va faire émerger cette obligation de vigilance numérique et qui repose, elle, sur un principe central qui est l'accountability, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure, les organisations doivent pouvoir démontrer qu'elles ont anticipé, qu'elles ont mis tous les moyens nécessaires pour justement identifier les risques numériques et les prévenir. Donc, on rentrera plus dans les détails ensuite. Bon, voilà pour le cadre. On va s'intéresser maintenant aux tendances, Romain. C'est quoi les tendances actuelles en matière de cybersécurité ? En termes de risque, oui. Pour le coup, on voit qu'il y a un déplacement, comme le disait Stéphanie déjà, ce qui est assez prégnant quand on lit les rapports de l'ANSSI, notamment son rapport d'activité 2025, c'est qu'on voit un développement important, il y a un triptyque. Il y a un volume beaucoup plus important, point numéro 1. Donc il y a eu cette croissance de 14% d'activité, 30% en fait sur les attaques cyber. Mais le rapport de l'ANSSI intègre attaques cyber et déclaration de risque, tout ça mélangé, c'est du 15%. Deuxième point, on a une complexification du risque. On est passé d'un risque qui était purement technique, avec des attaques type attaque DDoS qui s'en prenaient spécifiquement au système de sécurité du client, un risque qui va le contourner, soit par des moyens humains, avec tout ce qui est deepfake ou autre, donc l'ingénierie sociale, où on essaie de cibler l'humain et non pas la technique, mais aussi, on va appeler ça les maillons faibles, en fait, tout ce qui est extérieur au système de sécurité. Les hackers, les pirates vont essayer de contourner l'élément qui est traditionnellement protégé par les RSSI, les directions informatiques. On va détailler tout ça dans notre débat. On a posé le cadre. Tout de suite, place au débat pour poursuivre les échanges.